16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, une légende qui occupe une place unique dans le paysage de la chanson française. Je ne suis pas sûre qu'il va aimer que je dise ça, mais c'est le cas. Poète selon certains, auteur, compositeur, interprète français, folk, rock, avec 18 albums studio, 13 en live, 13 albums également à succès. De son premier tube culte, La fille du coupeur de joint à la ruelle des morts, Hubert Félix Thiéfaine vient de sortir le livre de toutes ses chansons intitulé Itinéraire d'un naufragé aux éditions Point Poésie, précédé d'un grand entretien. Il est de nouveau également sur scène avec sa tournée Replugged, un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Petite Gueule, qu'on découvrira. L'occasion, bien sûr, de découvrir ou redécouvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Pour Hubert Félix Thiéfaine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je vais spolier une petite chose. On m'a dit attention, il ne parle pas beaucoup en règle générale dans les médias et j'ai découvert dans votre livre que vous étiez un champion du track. Comment c'est possible ? D'être un champion du track avant de monter sur scène, c'est assez normal. Mais non, je vois pas ce qu'il y a de. Je suis pas le premier artiste à avoir à ressentir ce track. Il est fédérateur, il est bon ce track quand on monte sur scène. En principe, j'ai l'impression que quand j'ai moins le track, je joue moins bien. Oui. Ça j'entends et je suis assez d'accord avec vous. Merci alors d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, mais aussi découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. C'est très important pour moi dans cette émission où nous avons une petite règle qui est 3 mots pour vous décrire. Quels mots diriez-vous, Hubert Félix Thiéfaine ? D'instinct, il y a forcément un mot qui vous vient quand vous pensez... Je vais suivre vos conseils. Taiseux, par exemple. Taiseux. Mais on va voir que ce ne sera pas le cas dans cette émission. Taiseux. Ah, il en faut 3 ? Il en faut 3. C'est pas... Alors, après tes yeux, on peut mettre... c'est un truc, je déteste ce genre de choses parce qu'on arrive toujours à un grand silence. Ils sont bons. Donc, parfois, les silencieux. Silencieux, ça va avec tes yeux ? Silencieux, c'est beau déjà, aussi. C'est mais vous, que pensez-vous, un mot instinctivement, Hubert Félix Thiéfaine ? Là ? Ouais. Si je pense à quoi exactement ? À vous. Je suis un peu là dans une... j'arrive un peu sur une scène qui n'est pas tout à fait la mienne. Donc, je suis un peu... aux abois, c'est un peu fort, mais Curieux ? Je surveille un peu les... Ok, ça me va. On va voir si ça colle aussi avec qui vous êtes tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Hubert Félix Thiéfaine, vous êtes né un 21 juillet 1948 à Dole, dans le Jura. C'est écrit dans votre livre, alors je me permets de le dire, au sein d'une famille catholique de 6 enfants. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu pas mal de problèmes à l'école dès l'école, je sais plus comment ça s'appelle, enfin la première année, enfin les premières années, la primaire, la maternelle, la primaire, tout ça jusqu'à ce que je décide de quitter cette ville pour aller me protéger dans un endroit qui s'appelle un petit séminaire et qui était sur le plan architectural très très beau. C'était comment dirais-je, Vous direz que c'était je crois savoir que c'était un pensionnat. C'était un pensionnat, d'accord, jésuite. mais c'était aussi historiquement, c'était c'était un bel endroit, un monastère du XIIe siècle. Notre-Dame de Mont-Roland. De Dole, c'est celui-là ou c'est un autre ? On vient de manger 10 ans. Non, ça c'était... Je raconte les débuts, vous parlez d'enfance, et donc oui. Je réponds à la question. Donc, vers 12 ans, je rentre dans ce monastère pour 4 ans, où au bout de 15 jours, ma crise mystique a disparu.
et on me présente les chanteurs yéyés. J'ai un camarade d'études qui me passe ses disques pour que je les écoute pendant les rares vacances qu'on a. Et je découvre le monde des yéyés, donc notamment les débuts de Johnny Hallyday, les débuts de Claude François, enfin tout ce courant qui allait prendre quelques années sur les ondes. Et c'est une révélation. Eh oui, je me dis, je me suis trompé de vocation. C'est pas curé que je dois être. C'est vraiment chanteur, c'est plus évident. Il roule en Ferrari. C'est pas mal. C'est plus sexy. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'était avec La Roche-Valmont et Cookie Dingler ? Pas encore. Pas encore. Ça, c'est arrivé après ? Ça, disons qu'à 12 ans, 13 ans, j'entre dans ce petit séminaire, dans un lieu assez magique quand même, dans le Jura, dans une reculée du Jura. Et j'y reste 4 ans. Et c'est dur, on est loin de la famille, on a une éducation quand même assez rigide. Et disons qu'au bout de 4 ans, je décide de quitter cet endroit. Et puis j'ai oublié aussi que j'étais venu parce que j'avais croisé quelque part quelque chose qui ressemblait étrangement à ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire, parce que j'étais un enfant un peu maladif, disons, chétif, et que souvent j'allais pas en classe sur ordre médical pour pas tomber dans la cour, quoi. Et ça me forçait à ça me forçait à être tout le temps dans le rattrapage. C'est-à-dire quand vous quittez l'école pendant un mois, quand vous revenez, il faut rattraper le un mois. Alors j'étais forcément toujours en retard. Et j'avais des instituteurs assez cyniques qui me charriaient tout le temps. Et ça donnait pas un très bel exemple aux enfants qui étaient avec moi et qui en profitaient aussi pour me bousculer un peu. Mais j'en ferai pas non plus. Voilà, c'est un peu pour ça quand même que j'ai quitté cet endroit pour aller dans un autre endroit qui était pas facile non plus, mais qui était plus proche de ce que j'avais envie à l'époque, quoi. Vous savez, j'ai reçu un invité hier qui s'appelle Simon Astier, fils de Lionel Astier et frère d'Alexandre Astier de Kaamelott. A priori, rien à voir avec vous. Sauf qu'il m'a dit une phrase que j'ai trouvée très belle. C'est « La solitude, quand on la connaît depuis petit, on la traîne toute sa vie ». J'ai trouvé cette phrase très forte et je voulais connaître votre avis. Ah ben moi, je la revendique complètement. C'est-à-dire, je revendique mon état de solitaire. Et j'ai besoin de la solitude. J'en ai besoin pour respirer, pour empêcher aussi les autres de m'écorcher parce que en me frôlant. Donc j'en ai besoin. Elle vous nourrit. Elle nourrit votre art. Elle est, oui. Il faut de toute façon. Je crois que beaucoup d'artistes rencontrent cette façon d'être dans la solitude. Hubert Félix Thiéfaine, on l'a dit, à défaut de la religion, vous allez découvrir la chanson. Alors après votre baccalauréat option grec et latin et des études de droit, et corrigez-moi bien sûr si je me trompe, parce que je tiens à rétablir toute la vérité, rien que la vérité dans cette émission, de psychologie également à l'université de Besançon, vous décidez de tenter votre chance à Paris. Est-ce que vous vous rappelez de ces premières fois, de ces premiers instants où vous avez chanté, les gens que vous avez croisés, l'état d'esprit dans lequel vous étiez ? Disons que j'étais à la fac sans prétention aucune sur les études. J'y allais pour retarder le service militaire qui existait encore. Donc j'étais sursitaire et j'ai attendu qu'on me relâche. Ce qui s'est produit sur les sursitaires de la classe 68. Ils n'avaient pas envie de nous voir dans les casernes, donc à la fin, ils nous ont... Il y a un terme militaire pour ça, je ne sais plus. Pourquoi ils ne voulaient pas vous voir dans les casernes ? Parce qu'on était de la classe 68, donc ils n'avaient pas envie de s'embêter une deuxième fois avec ce genre de hurluberlu.
Et vous revendiquez quelque chose, vous ? Comment ça ? Comment je vous viens de étiez à ce revendiquer moment-là ? la solitude déjà. Ouais. C'est joliment répondu. À cette période de votre vie, Hubert Félix Stéphane, vous écrivez, vous composez. Avant de vous produire dans de nombreux cabarets, petites salles, à 25 ans, vous donnez votre premier spectacle intitulé « Comme un chien dans un cimetière ». Est-ce que c'était vraiment ce sentiment que vous aviez, quand moi j'essaye de comprendre, c'est comme un artiste errant ? C'était ça ? Ce spectacle ? Oui, à Paris, oui, au début, à mon arrivée à Paris, oui, il y a eu de l'errance pendant 5-6 ans. Et ça faisait partie de l'histoire pour moi. Qui avait lu la fin de Knut Hamsun, je me revendiquais aussi d'être quelqu'un qui essayait aussi ma chance dans cette histoire. Vous allez vivre de petits boulots comme tous les artistes qui démarrent évidemment et vous faites une rencontre. La rencontre avec Tony Carbonard, vous collaborez autour du groupe Machin. Ensemble, vous êtes révélés en 78 par ce premier album studio rock, tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'aime beaucoup ce titre. Puis votre carrière décolle. Vous connaissez une très longue carrière de 45 ans avec 18 albums studio, 13 en live, pratiquement tous consacrés disques d'or. Vos concerts sont régulièrement complets grâce à une vraie fidélité, l'attachement aussi de votre public. Aujourd'hui, bien sûr, le talent, mais comment vous expliquez ce succès ? Et corrigez-moi encore si je me trompe. C'est pas 45 ans, là, on arrive à 50 ans. 50 ans aujourd'hui. La décision a été prise en novembre 1973. Et donc on part de ce début-là. De ne plus essayer de gagner ma vie à côté, mais juste dans la chanson. Et c'est pour ça que c'était très difficile. Mais au moins, c'était la façon d'y arriver. Il faut être libre 24 heures sur 24. Sinon, je pense que les artistes comprennent ça aussi. Vous allez avoir plusieurs albums, je l'ai dit, 18 albums studio. Comment vous expliquez ce succès au long cours, Hubert Félix Stéphane ? Est-ce que c'est la volonté ? Parce qu'il y a eu des transitions après le 3e album, je crois savoir que vous n'avez pas hésité à renouveler, à changer d'univers un petit peu à un moment donné. Comment vous expliquez le succès ? Puis aussi, bon, je ne vais pas faire les réponses à votre place, mais collaborer avec des artistes comme Kali ou encore Mickey 3D à un moment donné, est-ce que ça fait partie ? Le fait de se renouveler, justement, de rester toujours dans le coup pour plaire encore davantage à son public ? D'une part, je ne suis pas sûr de ce que je dis quand je n'ai pas fait d'analyse. C'est aux journalistes de le faire si ça les intéresse. Mais je vais vous demander de répéter la question parce que je me suis embarqué sur une histoire. J'aimerais savoir où vous vous êtes embarqué. Je vous ai coupé pour les 50 ans, quand tu as compté les jours. C'est très bien de donner pour être plus proche de la réalité. Ce que je voulais moi savoir, c'est comment vous expliquez ce succès qui dure depuis tout ce temps ? Je pense que j'essaie d'être fidèle à moi-même et que ça intéresse les gens, donc eux-mêmes me sont fidèles. C'est tout ce que je peux en dire. J'ai pas fait, comme je disais, j'ai pas fait d'analyse sur ce cas. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que, parce que vos textes sont très forts, métaphoriques, provocateurs, comiques, grinçants, décadents, désabusés, mélancoliques, nostalgiques, et en ça, vous résonnez auprès de nombreuses personnes qui vous suivent. On dit que vous êtes inspiré par Léo Ferré et Bob Dylan, héritier de Rimbaud et de Lautréamont. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que ça vous convient ou vous dites non, moi c'est autre chose ? C'est plus vaste que ça, heureusement, parce que là ça fait quand même un monde assez étroit. Vous me donnez 20 noms, ça fait léger, quoi. Notamment dans le camp des poètes ou des musiciens, ça va au-delà de ce que vous pouvez annoter. Mais oui, je me suis mis un jour à aimer la poésie grâce notamment à Léo Ferré et grâce à Bob Dylan. Mais c'est venu progressivement, mais au départ, j'étais parti vraiment pour être chanteur et puis ensuite chanteur de rock and roll. Je m'intéressais pas
plus que ça à la poésie. J'aimais la lire, j'aimais en lire, j'aimais parfois m'en inspirer, mais je passais pas en levant le bras et en disant je suis un poète. C'est-à-dire que la musique était privilégiée par rapport aux mots ? Non, c'était à peu près... J'écrivais beaucoup avec la guitare dans les mains, donc j'essayais de... Enfin, j'essayais... Je le faisais comme ça, intuitivement. J'essayais de mettre des mots sur une mélodie que je composais en même temps. Et ça donne des très bons résultats, d'ailleurs. C'est comme ça que vous travaillez ? C'est pas toujours le cas. Non, j'essaie de changer mes façons de travailler. D'écrire et après composer ? J'essaie de changer les outils d'un album à l'autre, en fait. Est-ce que vous avez besoin de chercher un moment de grâce pour écrire ? Inconsciemment, sans doute. Oui. Enfin, de toute façon, il faut il faut du silence et de la solitude. Dans votre titre, Alligator 427, l'effroi que suscite le nucléaire ainsi que le cancer dont vous pensiez être atteint, c'est ce qui est dit quand on définit ce titre-là. Une rumeur va dire de vous, Hubert Félix Stéphane, que vous étiez mort à un moment donné. Un rabbin dit une phrase que je trouve très importante. Il faut veiller, de façon générale, à ne pas mourir de son vivant. C'est une image, mais la presse vous l'a vraiment collée comme si vous l'étiez. Et alors, entre tous ces sentiments, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça fait, parfois, de se sentir pas forcément vivant ? Non, mais il y a une erreur. Ce qui me trouble ici, c'est que j'ose pas vous arrêter quand il y a des erreurs. Et puis une fois une fois que je vais la dire, vous voyez, je peux tomber dans ne plus me rappeler ce qui se passe. Donc c'était à propos d'Alligator 427. Exactement, sur votre chanson, on a dit à un moment donné que, voilà, j'expliquais en fait de quoi parlait cette chanson-là. Ok. Et après, j'ai dit qu'à un moment donné, suite à ce titre et à ce qu'il voulait dire, on a dit ensuite de vous que vous n'étiez plus vivant. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est pas la même période. C'est pas la même période, c'est un petit peu plus tard. Ouais, c'était ça. C'est arrivé un petit peu plus tard. Alors la confusion est pour moi, mais la question reste intacte. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui finalement sont dans la vie, mais pas forcément dans la vie, parce que je faisais référence à ce rabbin qui dit parfois on peut être mort de son vivant et finalement revivre à un moment donné. Ah ben, être mort, moi j'en connais plein de morts qui sont vivants. Hein, il y en a dans tous les domaines et il y a pas. Et moi j'ai choisi autrement. Je dis c'est ça à en mourir, quoi. Ouais. Donc il y a quand même un aspect beaucoup plus. C'est un désir de vivre aussi. Donc on n'est pas dans la même cour là. Vous avez déjà publié une autobiographie, une biographie officielle, pas une autobiographie, une biographie officielle qui s'appelait Jour d'orage par Jean Tiefen chez Fayard. Tiefen chez Fayard. Aujourd'hui, il s'agit de votre livre de chansons accompagné d'un entretien qui s'intitule Itinéraire d'un naufragé. Je crois savoir que cela devait être le nom d'un album. En quoi vous êtes naufragé, Hubert Félix Stéphane ? Parce que c'est un thème que mon inconscient me dicte souvent. En fait, il suffit de regarder un peu de près les chansons que je chante, c'est-à-dire celles que j'écris et que je compose, pour s'apercevoir que c'est plein de dingues et de paumés. Et ça, c'est sur le plan, disons, je ne sais pas comment on dit exactement, mais sur le plan métaphysique où je suis révolté parce que je suis sur un endroit bien précis qui s'appelle la Terre. Et parfois, les soirs d'été, je lève la tête et je vois des milliards d'étoiles. Et tout ça, donc ça me rend déjà très, très seul. Quand je dis là, je suis très seul, je pense à l'humanité en général. Et largué par je ne sais quoi. Et rien que ce fait-là, ça me... C'est une terrible injustice, c'est-à-dire c'est même la chose
Qu'est-ce qui est injuste ? Le fait qu'on n'ait pas la vérité. D'ailleurs, ça a été repris joliment dans la littérature avec l'histoire de la pomme et de l'arbre de la connaissance, tout ça. Et déjà, rien que pour ça, je suis bloqué, vous voyez. Mais est-ce que vous avez votre vérité à vous, Hubert Félix Stéphane ? Celle qu'on... Non, c'est la vérité du doute. Voilà, c'est le doute qui me ronge beaucoup, ouais. 2 albums miroirs, La tentation du bonheur et Le bonheur de la tentation. C'est quoi être heureux, Hubert Félix Stéphane ? J'ai aucune idée. C'est pas humain, ça. C'est une question dure, hein ? Comment ? C'est une question difficile. C'est vrai. Ouais, mais j'ai essayé, j'ai tenté ma chance avec ces 2 albums, mais ça n'a pas marché vraiment, quoi. Justement à cause de ces difficultés métaphysiques à la limite. Pourquoi être cherché à être heureux et à passer sa vie alors qu'on sait qu'en final on le sera jamais, quoi. Il y a un album qui est une consécration. Votre 16e album, Supplément de mensonges en 2011, une renaissance qui vous vaut d'être multi-primé Grand Prix de la chanson française de la SACEM, notamment double lauréat aux Victoires de la musique 2012. Pourquoi vous pensez que cet album, il a fonctionné plus que les autres ? C'est pareil, ça c'est peut-être que c'est aux journalistes d'expliquer. Parfois ça nous dépasse, mais qu'est-ce qu'il y avait de vous, à votre sens, de plus fort, peut-être plus intense pour le public ? Je venais de quitter 3 mois d'une clinique où on fait des intoxications. J'avais vraiment décidé d'arrêter complètement, notamment l'alcool surtout. Et je tiens à signaler en passant que c'était en 2008 et que je tiens toujours ma promesse et que je suis toujours sobre et que je resterai sobre. Et j'avais un doute quand même en sortant de cette clinique sur mes capacités à écrire à peu près avec et à avoir le succès que j'avais avant d'entrer dans la clinique. Donc pour moi c'était me prouver qu'on pouvait effectivement écrire et composer et chanter sans besoin d'alcool. Et renaître. Et oui, si vous voulez m'être honnête, mais avec un petit air. Oui. On va écouter. À changer de vie, disons. À changer le style de vie. Mieux. Moins désordonné, disons. On va écouter un petit bout d'une chanson à vous, La Ruelle des Morts, sur l'antenne de Radio J. On revient dans un instant, on va parler de votre tournée. Très importante, la tournée. On y vient dans un instant. Okay. Bougez pas avec vous, Hubert Félix Stéphane. Vous restez avec nous tout de suite. Mes chroniqueurs nous rejoignent dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas, dans la ruelle des morts. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 39e jour de guerre contre le Hamas, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, et les représentants des familles d'otages vont rencontrer à Genève la présidente de la Croix-Rouge, Mirjana Spoliarik. Dans ce contexte, la branche armée du Hamas accuse Israël de tergiverser dans les discussions sur la libération des otages en échange de celles de prisonniers palestiniens. Tsahal annonce qu'elle a pris le contrôle des institutions du Hamas à Gaza. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a affirmé plus tôt dans la journée que les soldats israéliens s'étaient notamment saisis du Parlement, du siège du gouvernement et du quartier général de la police de l'organisation terroriste. Sur le front nord, l'armée israélienne a déclaré que plusieurs roquettes avaient été tirées depuis le territoire libanais vers ses postes de contrôle en début d'après-midi. Tsahal a riposté en frappant une cellule terroriste du Hezbollah qui s'apprête
s'apprêtait à lancer des missiles anti-chars vers le kibboutz et d'Iftar. Plus de 1500 actes antisémites ont été recensés en France en 5 semaines. Un nouveau record questionné par l'imam de la Grande Mosquée de Paris qui a jugé ce chiffre abstrait. En réponse, le ministre de l'Intérieur a dévoilé le détail des faits antisémites, essentiellement constitués de tags, d'affiches et de banderoles. Enfin, des images de l'attaque du 7 octobre vont être projetées à l'Assemblée nationale en fin de journée. Une projection organisée à l'initiative du groupe d'amitié France-Israël. 120 députés sont conviés. Merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Hubert, Félix Stéphane et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. » Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. radioj.fr. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Ah chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader. Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Est-ce que ça vaut la peine? 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 Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.
Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Hubert Félix Thiéfaine, pour son livre, le livre de toutes ses chansons, Itinéraire d'un naufragé aux éditions Point Poésie, précédé d'un grand entretien. Et vous êtes également de retour sur scène avec votre tournée Replugged de Hubert Félix Thiéfaine depuis le 12 novembre. Pour cette tournée, qu'est-ce qui nous attend ? Disons que tout a commencé en début 2022. En janvier, on venait de terminer les 40 ans de... Les 40 ans de je sais plus. D'une autre tournée peut-être. Sûrement. Et c'était très très fort. On jouait devant beaucoup de monde. Et j'ai eu envie, à la fin de cette tournée, qui nous avait rendus heureux. Voilà, j'ai la réponse à votre question de tout à l'heure. Vous voyez, vous n'avez pas oublié. On avait eu envie de faire quelque chose de plus... J'avais envie de faire quelque chose de plus acoustique, de plus intime, ouais. Dans des petites salles. Et donc on a répété sur un concert qui s'appelait Unplug, donc où on essayait justement de débrancher. Et maintenant on rebranche. Et ça, on l'a joué, on a fait 80 concerts pendant l'année 22. Et en 23, en janvier, on s'est retrouvés avec, quand je dis on s'est retrouvés, je parle de toute mon équipe, des musiciens, des techniciens. On s'est retrouvés pour enlever Unplug et mettre Replug. qui de nouveau, on avait un peu la nostalgie du rock et on avait envie de faire du bruit. Et ce qui fait que dès le mois de février, on est reparti sur la route pour faire la tournée Replug. Et on peut vous retrouver sur scène et alors, c'est pendant... Donc on a commencé il y a pratiquement un an, quoi. Enfin en février 2023. Et puis là, on a fait une pause. Et puis on repart pour quelques dates. Là, on est reparti déjà d'ailleurs pour quelques dates en 2023. À l'automne 2023. Et là, on va repartir en 2024, en avril, pendant encore 4 mois. Exactement. Vous serez le 27 décembre prochain à Colmar notamment, parce qu'il y a d'autres dates en ce moment depuis le 12. C'est un joli cadeau de fête de fin d'année, donc je le dis pour nos auditeurs. Vous serez le 13 avril 2024 en effet à Angers. Vous serez à l'Olympia le 17 mai 2024 à Paris, donc à Lyon le 24 mai 2024, à Reims à l'Arena le 25 mai 2024 et à Besançon au Micropolis le 1er juin 2024. J'imagine que c'est un bonheur de retrouver son public, qui d'ailleurs que vous n'avez jamais laissé, puisqu'on voit avec tous ces tournées 2022-2023 qui s'enchaînent. Est-ce que vous êtes quand même content de retrouver ce public là, maintenant, en ce moment, dans un moment où c'est vrai que l'ambiance est un peu pesante, un peu difficile? Est-ce que ça vous fait du bien? Oui, ça nous fait du bien, mais en plus, on parle de ces heures difficiles, ça fait du bien au public. Ils ont besoin, enfin... d'avoir des récréations par rapport à tout ce qu'on peut subir en information dans une journée. Merci Hubert Félix Thiéfaine. Maintenant, on va passer à une autre récréation, puisque dans cette partie d'émission, on a l'habitude de découvrir ce que vous aimez ou ce qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Hubert Félix Thiéfaine. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à Corentin qui aujourd'hui nous fait le plaisir de partager ce moment. Hubert Félix Thiéfaine, vous aimez les mots, vous aimez la poésie, on l'a vu avec Cyrielle, et votre souffle vital, c'est la musique. Et il y a du spectacle, je dirais du théâtre dans vos concerts et dans vos textes. Et c'est pourquoi
j'avais envie de vous dédier cette chronique et je vais évoquer un coup de cœur pour moi. On parlait de rock tout à l'heure. C'est West Side Story, le chef-d'œuvre de Jérôme Robbins et de Leonard Bernstein. Alors il s'agit, comme vous le savez, d'une histoire d'amour désespérée. Je le dis à Corentin parce que peut-être qu'il connaît pas West Side Story. Il était Je suis pas un encore petit peu né. jeune, effectivement. Voilà, surtout que ça a été créé dans les années 50. Je sais que le désespoir, ça vous connaît, mais c'est une histoire d'amour qui va triompher au milieu de la haine, des préjugés et du racisme qui reste hélas d'une brûlante actualité aujourd'hui. On écoute le teaser du spectacle. Hélène Kuttner, on se pose cette question. West Side Story, on l'a vu au cinéma, on l'a vu sur scène. Pourquoi cette comédie musicale, elle fascine encore le public aujourd'hui ? Parce que Cyrielle, dans ce spectacle, qui est repris aujourd'hui dans une production époustouflante au Châtelet, je dis bien époustouflante, on a tout ce qui peut séduire et captiver le public, quel que soit son âge. D'abord, la musique de Bernstein, qui est d'une puissance incroyable. Peut-être qu'on peut en écouter un air en ce moment, c'est l'air de Maria, mais bon, technicien dans les baffes. Et c'est d'ailleurs Bernstein qui trouve le sujet de l'intrigue. Voilà, Maria. C'est Bernstein, Léonard, qui trouve le sujet de l'intrigue. Il tombe sur la une du journal qui titre déjà à l'époque sur la guerre des gangs à New York entre Mexicains et Anglo-Saxons qui se disputaient un territoire de l'Upper West Side à New York en 1955. C'est aussi une tragédie de l'immigration. Jérôme Robbins, qui est issu d'une famille de juifs russes émigrés, cherchait une histoire à la Roméo et Juliette contemporaine. Et Leonard Bernstein, qui est quand même un compositeur et un musicien génial, enfin il est mort maintenant, mais il a traversé le siècle, le 20e, il est né aussi de l'immigration juive ukrainienne et il dirigeait à l'époque l'Orchestre Philharmonique de New York. Il se passionne pour le projet, Bernstein, il infuse dans sa partition tous les genres musicaux qui existent. Des rythmes latinos, des beats durs et syncopés, du jazz des années 50, du rock, de la musique classique. Il mélange tout ça, il personnalise chacun des gangs qui s'affrontent dans une guerre de quartier. Et il trouve à ce moment-là un jeune parolier qui s'appelait Stephen Sondheim, il a 25 ans, qui invente, lui, une novlangue swingée, parce qu'il ne fallait pas avoir un langage trop cru à l'époque, ça perturbait le public américain. Et c'est d'ailleurs lui qui invente le fameux Beat It, casse-toi en français, que Michael Jackson a repris dans une de ses plus fameuses chansons. Exactement. Ça, c'est très incroyable de l'apprendre. Et il est resté au chorégraphe. Jérôme Robbins a créé maintenant la danse qui raconte cette fameuse violence. C'est exactement, et c'est toute la réussite du spectacle, parce que Robbins invente des combats de rue qui se transforment en danse. Il parle de combats de rue, c'est de la danse, il y a des sauts impressionnants, des roulades, des ensembles swingés, il y a des bagarres très brutale et très élégante à la fois. La première scène est phénoménale, celle où on voit les deux groupes avancer comme chien et chat. Et grâce à la musique, grâce à la danse, on comprend toute cette histoire qui est menée aujourd'hui de main de maître par une équipe d'interprètes à l'énergie et au talent époustouflant. Ils sont 31 sur le plateau. Il y a 70 personnes dans les coulisses, à la fois danseurs, chanteurs, dans des costumes aux couleurs éclatantes. Ils ont été choisis à New York parmi 3000 candidats. Alors, pour la petite histoire, vous n'étiez pas né, Corentin, et peut-être moi non Hubert, plus, oui, et Cyrielle non plus. Et moi, je ne le dirai pas. Moi, j'étais pas née encore. En 1961, c'était Nathalie Wood et Richard Belmer qui triomphaient dans le film culte de Robert Wise. Ce film a fait un succès incroyable. Et aujourd'hui, c'est la sublime Mélanie Sierra qui a 28 ans, qui est Maria la Mexicaine au grand cœur, et Jadon Webster, 32 ans, qui est lui aussi passé par le petit séminaire américain et qui est un chanteur avec une voix d'ange et un physique de jeune premier, et qui est Tony. Et pour la petite histoire, ces deux-là, donc Jadon et Mélanie Sierra, se sont rencontrés lors des auditions. Ils se sont fait un clin d'œil, persuadés qu'ils n'allaient plus se quitter, ce qui est le cas. Et oui, et la production qui est présente actuellement a quasiment fait le tour du monde, je crois savoir, Hélène Kuttner. Exactement, le tour du monde presque, puisque après New York, après Munich, Zurich, Vienne, Francfort, Dubaï, Dublin, Monaco, la production est assurée aujourd'hui à Paris par Julio Monge et mis en scène par Lonnie Price, jusqu'aux fêtes de fin d'année. Ensuite, le spectacle partira en direction de l'Asie. Il faut ajouter qu'en dehors de la danse et de la musique, il y a une scénographie remarquable. Elle est signée Anna Azuelos. Elle déploie une myriade d'immeubles new-yorkais
aux couleurs chaudes, avec leurs escaliers de service à l'extérieur. Les lumières de Fabrice Quebourg nous plongent dans les univers mentaux des personnages, tantôt rouge, violet, bleu, donnant un aspect fantastique à l'atmosphère. Et pour finir, je dirais que le spectacle s'achève par un message de paix et de réconciliation entre les gangs ennemis qui ont laissé quand même dans les rues quelques cadavres de très jeunes gens. Et je dois le dire, c'est une fin qui nous émeut et qui nous donne de l'espoir, ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène Kuttner. West Side Story au Théâtre du Châtelet jusqu'au 31 décembre. Ça nous a donné envie d'y aller. Qu'en pensez-vous, Hubert Félix Thieffen? J'étais petit quand... Oui, j'étais pas bien grand quand c'est sorti. Et je me souviens de la découverte du disque. Et l'année dernière, j'ai retrouvé ce disque. Je l'ai passé. Et après, j'ai dû regarder j'ai dû mettre quelque chose de plus moderne pour voir la danse et tout ce qu'il y avait avec, quoi. Et c'est vrai que ça m'a, il y a peu de temps, quoi, en regardant ce film et en écoutant la musique, j'ai vraiment senti quelque chose de très fort, quoi. C'est un incontournable, quoi. C'est évident. Une œuvre qui est culte et qui traverse très bien le temps. Avec des mélodies merveilleuses qu'on a tous envie d'écrire. Merci beaucoup Hélène Kuttner. J'ajoute qu'on peut lire tous vos articles sur Artistique Réseau. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle, Hubert Félix Thieffen, bonjour. Enchanté, vous avoir avec nous en studio, c'est l'occasion parfaite pour entrer dans votre tête, si je puis dire, le temps de découvrir quelques-uns de vos goûts culturels. Et sans grande surprise évidemment, chez vous, cela commence par la chanson. En bon féru de la poésie que vous êtes, Hubert Félix Thieffen, si on osait fouiller dans vos vieux vinyles, on mettrait d'abord la main sur les 33 tours d'un Jacques Brel fasciné et fascinant dans l'unité qu'il décrit. Cette unité, c'est celle d'un couple dans la chanson baptisée Orly. On va se laisser le temps de l'apprécier, d'en écouter un petit bout. Et je les sais qui parle, il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Orly, un titre que Jacques Brel écrit en 1977 dans son 13e et dernier album, j'ai nommé Les Marquises. Au milieu d'un flot de voyageurs à l'allure pressée qui arpentent le hall de l'aéroport valise en main, deux silhouettes s'entrelacent. De silhouettes soudées qu'un vol ne va pas tarder à enlever l'une à l'autre. Brel s'attarde sur ce couple. Loin de la banale caricature des amoureux qui se disent au revoir, il s'amuse à confronter une vraie dualité à une soudaine et déchirante séparation. Si le refrain fait le clin d'œil à la chanson Dimanche à Orly de Gilbert Bécaud, cette symbolique de la séparation sonne comme une réalité dans la vie de Jacques Brel. Flashback, c'est au beau milieu de l'été 1974 que Jacques Brel se met à voguer au bord de son voilier Lascoï, une envie de tour du monde derrière la tête. Mais c'est à son arrivée aux îles Canaries, le temps d'une escale, qu'il ressent une forte douleur à la poitrine. Le verdict est sans appel, cancer du poumon gauche. Diminué physiquement, son rêve de tour du monde tombe à l'eau, mais pas suffisamment diminué pour arrêter celle qui occupe une place centrale dans sa vie depuis 12 albums, la musique. Alors le voilà à Paris en 1977 pour enregistrer son projet, qui contient la chanson Orly donc. Une bien habile occasion pour Brel de dresser une métaphore de la vie et de la mort. En vivant avec un cancer, c'est un peu comme s'il se préparait inconsciemment à devoir se séparer de son corps, rongé par la maladie. L'aéroport d'Orly, comme la porte vers un ultime voyage. Merci. C'est très joli ce que vous êtes en train de merci nous à vous, dire. Cyrielle, j'en suis honoré. Corentin, on va quitter Orly, on va s'envoler jusqu'en Angleterre pour redécouvrir un groupe londonien mythique qui plaît beaucoup à notre invité. Ai-je vraiment besoin de faire leur présentation? Petit indice. Ça vous a mis la puce à l'oreille ou plutôt la guitare? Eh bien oui, les Rolling Stones, c'est le groupe de rock qui, j'imagine comme beaucoup, vous a marqué dans votre jeunesse, Hubert Félix Thieffen, particulièrement avec cette chanson.
Les Stones l'ont appelé Going Home lorsqu'ils l'ont sorti en 1966 dans l'album Aftermath. Une chanson de plus de 11 minutes, un record pour un morceau de rock à l'époque. Ensemble, les iconiques Mick Jagger et Keith Richards racontent les aspirations d'un voyageur. Un homme trop longtemps éloigné de son cocon et de sa petite vie avec la femme qu'il aime. En démarrant sur les airs un peu country rock, le morceau vire à la jam session. Une longue improvisation qui n'était pas du tout prévue. Flashback, nous sommes en 1966. Cela fait 4 ans que le groupe est formé pour le plus grand plaisir de la scène rock britannique et pour tous les fans évidemment. L'année dernière, en 1965, leur fameux single « I Can Get No Satisfaction », qu'on a bien sûr entendu au début, faisait des ravages dans le monde entier. Avec la sortie d'Aftermath, les Stones signent leur premier album avec leurs propres chansons, sans aucune reprise. Et parmi elles, « Going Home ». Keith Richards dira que ce morceau a brisé la barrière des 2 minutes, durée initiale prévue. Rien n'était calculé pour le groupe, au moment d'enregistrer évidemment, personne ne leur dit stop. Alors par pur instinct, tous laissent le magnéto tourner et se laissent porter dans leur trip. Rien de plus naturel. On peut même entendre une petite pause du batteur à un moment donné, au moment où Keith Richards ramasse la veste qu'il a fait tomber par terre. C'est finalement assez amusant de se dire que cette jam session colle très bien à l'image qu'on connaît des Stones, des garçons rebelles et un peu audacieux qui ne veulent pas s'arrêter de jouer. Garçons qui en ont d'ailleurs inspiré plus d'un évidemment. Ça vous inspire, ça vous rappelle des souvenirs, Hubert Félix Thieffen, qu'en pensez-vous? I'm Going Home, donc c'était l'été 66. Tout à fait, l'été 66, juin 66. Bien, j'entends ça assez tard la nuit à la radio. Je me dis voilà, le grand tube de l'été, les Stones l'ont fait. Voilà, il est là. Et simplement, j'écoutais attentivement, mais j'ai pas calculé le temps que ça faisait. C'était très novateur à l'époque, de sortir 11 minutes. Ils ont été... en fait, il y a eu un tube des Stones qui est devenu pour l'été, disons, le tube de l'été des Stones, mais c'était pas celui-là, parce que c'était trop long, quoi. Mais donc, j'ai perdu mon pari en disant, j'ai découvert quel sera le tube de l'été. C'était au milieu de la nuit, ils présentaient les nouveautés. Et donc, quand j'ai entendu ce morceau, ça m'a pris la tête. Pour moi, tout changeait, quoi. Et je m'en suis souvent inspiré. Je pense souvent à ce morceau. On sent que ça avance. C'est-à-dire, parfois dans les musiques, dans les chansons, il y a des choses théâtrales qui se passent. On l'a vu avec Jacques Brel, ce couple. C'est du théâtre, mais juste qui passe avec des mots et de la musique. Et là, c'est idem, quoi. C'est le mec qui rentre à la maison, on le sent un peu lourd. Il y va, quoi. Et ça dure 12 minutes, la rentrée, là. Donc, c'est du théâtre encore, ou une scène de cinéma. Enfin, je verrais bien les choses comme ça, quoi. C'est comme quoi on peut déborder en musique, et notamment dans la chanson, on peut aller plus loin que... Et ça peut fonctionner tout à fait et donner des chefs-d'œuvre comme Going Home, totalement. On va terminer avec une recommandation pour vous, Corentin. Rappelez-vous, Hubert Félix Thieffen, en 1978, vous sortez une chanson, L'ascenseur de 22h43. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. Une atmosphère qu'on imagine post-apocalyptique, des problématiques sociales, des questions sur l'existence ou des pistes de changement d'un monde peut-être en perdition. Tant d'idées qui s'entremêlent, articulées autour du fameux ascenseur de 22h43. Cette chanson d'ailleurs, mon père m'en a beaucoup parlé, elle l'a marqué dans son adolescence, je crois qu'il avait à peu près une quinzaine d'années lorsqu'il l'a découverte. Eh bien, donc cette chanson, j'avais envie d'y faire un petit clin d'œil et ça m'a fait penser à un livre de Jean-Paul Dubois, que d'ailleurs vous connaissez peut-être, Hubert Félix Thieffen, un livre qui s'appelle Le cas Schneider, publié en 2012 aux éditions de l'Olivier. On y découvre la vie de Paul Schneider, unique rescapé d'un terrible accident d'ascenseur dans une tour de Montréal. Extrêmement rare d'ailleurs qu'il y ait un accident d'ascenseur. Il y perd sa fille et dès sa sortie du coma, il change sa façon de percevoir son petit monde. Parmi le lot d'obsessions qui anime sa crise existentielle, celle de l'ascenseur est centrale. Évidemment traumatisé par l'accident, Paul Schneider veut tout comprendre au sujet des ascenseurs, de leurs mécanismes jusqu'aux phénomènes sociaux à l'intérieur. Le cas Schneider, un livre plus tard adapté aussi en film, qui symbolise la remise en question d'une âme un peu solitaire
désenchantés par la modernité et le conformisme social. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. C'est donc une recommandation lecture. Rappelez-nous comment s'appelle ce livre-là. Le cas Schneider de Jean-Paul Dubois. C'est sorti en 2012. Eh bien c'est bien noté. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, l'introspection avec notre invité et notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait. Tout de suite, une pause musicale et oui, se faire plaisir. Et puis la pause suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. De la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ben nous on était 5 chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Qu'elle nous voit vers les murailles et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ben voilà qu'elle nous prend par la taille puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. À se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagadas. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Bonjour, c'est Michel Zerbib. Je vous retrouve tous les samedis à 21h30 dans Sepharim, votre émission sur les livres, le livre avec les écrivains qui font l'actualité. Sepharim, c'est tous les samedis à 21h30 sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J. Les meilleurs horaires de la fréquence juive. Actualité juive. L'hebdomadaire incontournable de la communauté. Communiquer en Israël. Studio Kalita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, Actualité juive et Studio Kalita. 01 53 75 25 55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. 39e jour de guerre en Israël et Tsahal annonce qu'elle a pris le contrôle des institutions du Hamas à Gaza et notamment du Parlement. Dans le même temps, les forces israéliennes auraient atteint l'une des portes de l'hôpital de Shifa, mais ne seraient pas encore rentrées dans l'établissement. L'hôpital, considéré comme hors service par le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, abriterait plusieurs centaines de patients et des milliers de réfugiés. Dans ce contexte, le président américain demande à Israël de protéger le principal établissement médical de Gaza. J'espère et je m'attends à des actions moins intrusives aux abords de l'hôpital de Shifa, a déclaré Joe Biden. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a elle souligné, je la cite, « Ce que fait le Hamas en utilisant des hôpitaux et des écoles viole le droit international ».
Le Qatar exhorte l'État hébreu et le Hamas à saisir l'occasion de sa médiation pour libérer les otages. Cela alors qu'Israël et l'organisation terroriste seraient sur le point de signer un accord pour libérer quelques 70 femmes et enfants retenus à Gaza d'après le Washington Post. Des révélations qui interviennent quelques heures après l'annonce de la mort d'une soldate israélienne détenue à Gaza, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Un événement encore vient attrister cette tragédie déjà difficile à supporter. On a appris ce matin la mort en captivité de la caporale Noam Marciano, 19 ans, qui avait été enlevée par le Hamas le 7 octobre. C'est Tsahal qui a confirmé l'information après avoir prévenu la famille. La soldate aurait été tuée 4 jours après son enlèvement, soit 34 jours avant la diffusion hier par le Hamas d'une vidéo faisant croire qu'elle était toujours vivante. Donc voilà face à quoi Israël doit négocier. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. La police israélienne enquête sur plusieurs cas de violences sexuelles perpétrées par le Hamas le 7 octobre. Aucune victime vivante n'a dit avoir été violée, mais nous avons des témoins dans plusieurs affaires, a affirmé la police criminelle. À ce stade de l'enquête, qui pourrait encore durer 6 à 8 mois, les forces de l'ordre refusent toutefois de donner un chiffre précis concernant les victimes. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu entame aujourd'hui une tournée au Moyen-Orient, une tournée faite à la demande du président de la République Emmanuel Macron, peut-on lire sur le compte X du ministre. Objectif, échanger sur la situation à Gaza et sur la sécurité régionale avec les puissances locales. Sébastien Lecornu entame donc son voyage en Égypte avant de se rendre en Israël vendredi. Une première puisqu'aucun ministre de la Défense français ne s'était rendu dans le pays depuis l'an 2000. Le nombre d'actes antisémites commis en France depuis le 7 octobre atteint un nouveau record. Plus de 1500 actes antisémites dénombrés en 5 semaines. C'est donc le dernier bilan dressé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce matin. On l'écoute. La lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde, elle est d'actualité. Il y a 1518 actes antisémites ou propos antisémites qui vont directement vers les Français de confession juive qui ont été recensés depuis le 7 octobre. Quasiment 600 interpellations. C'est vrai qu'essentiellement ce sont des tags, ce sont essentiellement des insultes, mais il y a aussi des coups et blessures. Et il faut évidemment rappeler à chacune et à chacun que les Français de confession juive sont particulièrement concernés par le racisme que nous vivons dans notre société depuis le 7 octobre. Et face à la hausse de l'antisémitisme en France, la première ministre Elisabeth Borne a souhaité préciser les mesures prises par le gouvernement. On l'écoute. Face à ces actes, il y a d'abord notre action résolue. Nous avons passé des consignes de vigilance extrême aux préfets. Nos forces de l'ordre, les militaires de l'opération Sentinelle sont mobilisés pour assurer la sécurité des lieux sensibles, en particulier les lieux de culte ou les écoles. Nous avons également demandé la plus grande fermeté au parquet. Des enquêtes sont lancées, des condamnations sont prononcées, jusqu'à 18 mois dans certains cas. Face à l'antisémitisme, une réaction unanime et sans ambiguïté est indispensable. C'était donc Elisabeth Borne, la première ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi. Et merci beaucoup pour ce journal, Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. Tout de suite, la suite de notre émission avec mon invité Hubert Félix Stéphane, juste après la pause sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17, 75 921, Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale, 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré «
L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Hubert Félix Thieffen. Et tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et on découvre Petite Gueule avec son titre Point d'orgue, issu de son album Gronde, sorti le 6 octobre, et on revient sur Radio J. Je me dévore, d'accord, je suis déter, t'as pas idée, je t'arrête tout de suite, j'ai le mort, c'est toi qui vas m'écouter. Premier album, ça vient juste de commencer, j'arrive, je suis déterminée à cramer le scud, à vous mordre les papilles, à foutre le zbeul, à vous envahir, à vous parler un peu, à exprimer, à dire, à jouer avec le feu que les cœurs y attirent. Petite gueule gronde, ma nostalgie est gravée. Ce que je vous raconte, c'est toute ma vie sur un CD, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me parle, c'est tout ce qui me passionne, la langue est mienne, les notes se chargent, d'amplifier ce qui en moi bouillonne. C'est la fin de l'acte 1, j'ai plié le game, enchanté, petite gueule is my name. V'là le kiff, merci si la famille, quand je serai grande. V'là le kiff, merci si la famille, je veux que ça gronde. V'là le kiff, merci si la famille, que ma joie tremble. V'là le kiff, merci si la famille, sur les ondes. À partir de maintenant, mes mots s'envolent, ils sont à vous. Pour que le grand voyage commence, il faut aller au bout. Décider que c'est fini, arrêter, que le rêve s'ancre, que l'encre sèche et résonne sur le papier. Mon cœur est perforé, comme les feuilles à 4 trèfles, les grands carreaux vont me manquer. Ce point d'orgue tombe à pic, pour que l'étreinte ne cesse entre mes mots et la musique. Et de retour sur l'antenne de Radio J avec le titre que l'on vient d'entendre, Point d'orgue de Petite Gueule. Bonjour Petite Gueule. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un plaisir de découvrir votre univers entre rap et chansons françaises. D'abord, j'ai envie de poser la question de base. Pourquoi ce nom de scène ? Alors, je suis pas très grande et j'ai plutôt une grande gueule. Du coup, Petite Gueule, c'était un peu évident. Ça colle bien. Vous avez 23 ans et on dit de vous que vous êtes une enfant vénère du confinement. Pourquoi ? Parce que ce projet est né pendant le confinement. Je me suis mise j'étais déjà comédienne et musicienne, mais je me suis mise à écrire à ce moment-là. Et c'est vrai que je pense que sans cet espace et ce temps, j'aurais pas eu forcément la même éclosion. Là, on voit un album très bien ficelé. On va écouter un deuxième titre dans un instant sur l'antenne de Radio J. Mais au départ, comment la musique est arrivée ? Parce que généralement, c'est dans l'enfance, etc. Mais pourquoi le rap précisément ? Comment ça s'est arrivé, cet univers-là ? J'ai toujours écouté du rap, depuis l'âge de 17 ans environ. Et c'est vrai que Diams a un peu ouvert des portes pour les femmes dans l'identification. Ouais. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, mais ça me correspond trop parce que j'ai toujours pensé que le rap était vraiment le bon endroit entre le théâtre et la musique. Il y a un truc qui est proche de la parole et pour exprimer ce que j'avais envie de dire, pour moi il y avait une évidence et j'ai trouvé le bon endroit quoi. Ce que vous avez envie de dire, c'est on se fait chier dans les soirées. On va écouter le titre. Salut, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. Des fois on dit que ça va mais ça va pas. Des fois on dit et toi mais on voudrait pas. Des fois on dit oui mais on n'écoute même pas. On est là mais en fait on s'emmerde quoi. On attend, on sourit, on essaye, on se force. Au fond on se dit putain je suis pas pareil. Qu'est-ce que je fous là ? Je commence à trouver ça long. Je crois que ça se voit. Je me fais chier dans les soirées. Allez avouez. On se fait chier dans les soirées. Pas vrai ? Faire semblant, pourquoi on fait tout ça ? Franchement, pourquoi on prend sur soi ? On nous l'apprend si on arrêtait ça. Entre la courtoisie et l'ennui, il n'y a qu'un pas. Je veux parler de tout plutôt que de rien faire. Genre, c'est trop fake, je suis pas bien. Mon CV, ton CV, Montagnier, Claude François, c'est bon là, je crois. Genre là, moi je voudrais que ça. Moi je voudrais que ça.
Fake. On croise tout le monde mais on voit personne. Fake. On veut pas être seul alors on s'ivrogne. La fête est plus folle si on est plus fake. Fake, fake, fake. Je veux danser, 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 danser pour oublier, danser, 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 danser pour oublier, sauter, 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 sauter pour oublier. Je me fais chier dans les soirées. 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 Allez, avouez. On se fait chier dans les soirées. On se fait chier dans les soirées. On se fait chier dans les soirées. Pas vrai? Faire semblant pour qu'on fait tout ça. Franchement, je veux pas perdre de temps, moi. On nous l'apprend si bon, on c'est moi arrête qui ça. suis fatiguée, hein. Le projet, il a 3 ans et c'est le 31 mars 2020 qu'il est né. Ce projet gronde autant pour moi. On vient d'écouter ce titre, Je me fais chier dans les soirées. On se disait en off, qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce qui animait votre plume, petite gueule? Il y a un titre que vous allez nous interpréter en direct qui s'intitule Le jour où j'ai commencé le rap. Concrètement, est-ce que vous vous souvenez de ce jour précis? Oui, très bien. C'était justement la date dont vous venez de parler, le 31 mars 2020. J'ai composé la musique, j'ai écrit dessus sur ce blaze qui venait de m'arriver, et j'oublierai jamais la joie que j'ai eue la première fois où j'ai découvert que ça fusait comme ça et que j'ai trouvé ce que je cherchais depuis longtemps en fait. Vous avez commencé à écrire en 2020. On va vous entendre chanter dans un instant, rapper dans un instant. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous préférez. Quelle nuance vous préférez, rapper ou chanter? Je préfère rapper, mais c'est vrai que c'est entre les deux, donc j'accepte tout. En septembre 2021, c'est une date assez importante parce que vous êtes sélectionné pour participer à une émission. Racontez-nous laquelle et comment ça s'est passé. C'était The Artist sur France 2, présenté par Nagui, qui présentait des auteurs, compositeurs, interprètes. Et c'était un télécrochet. C'était une aventure incroyable. Il y avait d'autres artistes qui venaient en masterclass nous parler de leur expérience et de leur parcours. Et tous les week-ends, il y avait la soirée en direct où là, on présentait nos chansons et où le public pouvait voter. C'était génial parce que ça a permis d'accélérer les choses et d'être crédible auprès aussi des professionnels et c'était une aventure humaine et artistique vraiment incroyable. Dans les mois qui ont suivi, un premier EP. Oui. Et puis aujourd'hui donc un album sorti il y a quelques jours. On va vous écouter rapper. À tout de suite. Allez, on y va. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, moi, c'est d'abord dans mes oreilles que le rap a pris racine. Il a parcouru mes artères et pris mon cœur pour cible. Et toi, que j'ai écouté en boucle, d'oreille je te connais par cœur et tu résonnes dans tout mon corps, surtout quand je suis seule. Ça fait longtemps que je sais que je fais partie de cette famille. Ça fait longtemps que j'osais pas, la peur de pas être crédible. Il a fallu que le monde s'arrête pour que je rappe, pour que j'ose écrire des textes, pour que je gratte. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça, ça faisait son chemin, je le voyais pas. C'était dans un petit coin de ma tête, au rythme de mes pas. Le jour où j'ai commencé le rap, je le savais pas. J'écris au crayon à papier, parce que la gomme ça me rassure. Sur des feuilles libres qu'on peut froisser, j'ai le rap en point de susurre. Je parle tellement fort dans la vie pour dire n'importe quoi, que je chuchote ce que j'écris pour entendre ma vraie voix. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai été moi pour la première fois. J'ai découvert la meilleure façon d'exprimer ma poésie à l'intérieur. Personne ne pourra m'arrêter, même si le monde peut m'abîmer. Je veux croire que la musique sera plus forte. Je veux faire du rap, d'illusionner que ça marche et que ma joie l'emporte, que ma quête d'authenticité soit possible et même que ça brille. Et qu'avec mon rêve de paillettes, ça soit pas incompatible. Y'en a qui disent que je suis naïve, ils disent que c'est mort. Ma vengeance sera sensible, ils voient même pas que j'ai un trésor. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, j'ai plus eu peur de la mort. J'étais parti
parti pour un 16, mais je suis tellement inspirée que la mine de mon crayon saigne. J'ai tellement envie de m'envoler dans la rap game. Faites tourner les projecteurs, Youssoufa, Medine et Kerry James. Je veux être votre petite sœur, sérieux, escortez-moi, prenez-moi sous vos ailes. Du gros son dans les oreilles en mode vénère sur carrousel. Votre flow m'étouffe tellement je le kiffe. Votre plume est ouf, c'est addictif. Imagine, petite gueule au pays des gangsta merveilles. Le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap, le jour où j'ai commencé le rap. J'ai rêvé de vous dans mon sommeil, j'ai rêvé de tout. Je veux que mes rêves soient des rendez-vous qui se réalisent. Je veux que mes désirs soient les vôtres. Je veux vivre comme dans un film où la petite meuf qui paye pas de mine devient une bombe, devient une queen, qu'on acclame, qu'on estime. La kickeuse de poème est entrée dans la ligue. Bon, bien écrit, extrêmement bien écrit. Bravo pour la plume, vraiment, petite gueule, merci beaucoup. J'aimerais faire des tonnes d'applaudissements comme ça sur l'antenne de Radio J. Merci mille beaucoup. fois. C'est voilà, extrêmement bien interprété, très incarné. Merci beaucoup. C'est un sentiment tout à fait personnel, mais je me permets. Vous serez en concert très prochainement, le 30 novembre à Palaiseau, à la MJC de Palaiseau. Je donne pour les dates proches de Paris. Vous serez à Aubergenville dans le 78 au mois de février, au mois de mars également. Et puis vous serez surtout au Café de la Danse le 27 mars 2024. Donc release party au Café de la Danse à Paris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur l'antenne de Radio G. Je rappelle quand même que vous avez fait une première partie cet été qui était très importante. Et ça, j'aimerais quand même avoir votre sentiment. Et dites-nous la première partie de qui? Oui, j'ai fait la première partie d'Orelsan. C'était un rêve énorme qui se réalisait et c'était une expérience. C'était aux arènes de Béziers. Il y avait 7000 personnes. J'avais jamais joué devant autant de monde et c'était incroyable. Il y a pour vous rejoindre, c'est sur vos réseaux sociaux, instagram.com petite-gueule, sur YouTube c'est petite gueule 93 et sur Facebook c'est petite gueule gronde. Je crois savoir que vous êtes signé. Oui, je suis chez Addon Productions, qui sont aussi mes tourneurs. J'ai une belle tournée grâce à eux. Donc on est très tranquille pour vous, mais en attendant, on dit à nos auditeurs de vous rejoindre, de vous soutenir et de venir vous voir sur scène. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J et bravo et belle suite à vous. Merci. Des rendez-vous qui se réalisent. Je veux que mes désirs soient les vôtres. Je veux vivre comme dans un film où la petite meuf qui paye pas de mine devient une bombe, devient une queen, qu'on acclame, qu'on estime. La kickeuse de poème est entrée dans la ligue. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Youssoufa, c'est petite gueule à l'appareil. On se connaît pas. Enfin, moi si, mais bon, voilà quoi. Et j'aimerais bien te parler d'un projet, une petite dédicace qui me tient à cœur. Si t'as 3 minutes pour écouter, un petit rêve à réaliser. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je crois que ça vous a plu, Hubert Félix Stéphane, ce petit moment de rap. Ah, c'est... Comme ça, j'aime bien. Comme ça, c'est superbe. Le texte est magnifiquement écrit. Et puis ça swing derrière, ça avance, ça parle. C'est très agréable tout en étant bien ciblé. Merci. On passe au portrait dans cette émission. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, Hubert Félix Stéphane, on a entendu ce que vous nous avez donné, ce que vous nous avez livré avec de la générosité et on a noté, en tout cas, pas moi, mais Nathalie Dodrieux, et aujourd'hui c'est votre portrait de façon très synthétique. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Hubert Félix Stéphane. Bonjour. Et oui, effectivement, j'ai pris des notes sur tout ce que vous avez bien voulu montrer de vous et partager ici aujourd'hui, en répondant avec beaucoup d'authenticité et d'implication aux questions de Cyrielle. Et alors, dans un petit reflet que je vais vous faire, une petite synthèse de ce qui s'est détaché, de ce que j'ai pu retenir de vous. Voilà pour votre portrait. Alors il y a à la fois tout un cocktail de pudeur, de passion et de ce monde intérieur que vous ouvrez un peu. Je dis un peu parce que parfois, voilà, ce clapet qui s'ouvre et qui se referme est à doser. On sent cette balance et cet équilibre très présente en vous et ces différents niveaux de conscience, justement, lorsque vous êtes en pleine écoute, en pleine introspection. Qu'est-ce que je peux dévoiler de moi? Qu'est-ce que je peux, amener
tout en sincérité, tout en authenticité. C'est vraiment ce désir-là que j'ai pu noter en tout premier lieu. Alors évidemment, vous nous parlez de votre enfance et tout de suite de ce climat scolaire un petit peu en difficulté, qui vous posait des difficultés. On peut penser à cette école pas forcément adaptée aux enfants très créatifs. Aujourd'hui, poussent beaucoup les écoles Montessori, les écoles Steiner ou Schumacher College à Londres, qui développent et qui permettent la libre autonomie des enfants. Donc peut-être qu'il y avait déjà ce terrain-là pour un enfant très créatif, un artiste très créatif, c'est parfois pas suffisamment cadré dans le bon sens. Alors vous dites aujourd'hui que vous arrivez sur une scène qui n'est pas totalement la vôtre et que vous êtes un traqueux et que parfois finalement ça vous aide à bien jouer, c'est votre repère. Vous êtes ici un peu comme un observateur, mais aussi pas que. Je dirais que vous êtes aussi très en ressenti vis-à-vis de ce qui vous habite et ce qui vous traverse. Et c'est ce qui m'a semblé être aussi la définition de votre créativité. Vous le disiez à un autre endroit, vous composez en même temps avec la guitare et vous vous laissez traverser finalement par ce qui émerge. Et ça m'a semblé être une particularité un peu aussi des suréfficients et des hauts potentiels qui accueillent vraiment l'instant présent et les émotions pour en faire quelque chose de productif. Vous dites à un autre endroit de l'interview que vous avez eu une crise mystique et que votre vocation c'était éventuellement d'être curé, peut-être en héritage au climat familial d'une famille de 6 enfants avec culture catholique, et que finalement à la découverte des yéyés et de tout cet élan, vous vous laissez emporter, vous changez d'avis et finalement vous prenez cette chance. Et en 1973, une décision change votre vie radicalement. Vous désirez gagner votre vie grâce à vos chansons. Ça fait donc 50 ans. C'est effectivement quelque chose qui est un itinéraire jalonné de beaucoup d'épisodes, de beaucoup d'aventures, et vous venez nous le partager ici aujourd'hui. On sent toute la richesse de ce monde intérieur dont j'ai un petit peu déjà parlé. Vous dites que votre besoin de silence et de solitude est un élan vital, que vous en avez besoin pour respirer et que ça vous aide à ne pas vous faire écorcher par ceux qui vous frôlent. C'est tout en poésie. Et c'est vraiment là où je sens qu'à la fois il y avait un grand dessein, je veux être un chanteur de rock, mais finalement on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, et vous vous êtes pris d'amour par la poésie. Et c'est peut-être ça le pont entre les mots MAUX de la vie, du corps, des blessures, et les mots MOTS qui vous embarquent dans ce monde de poètes. J'ai trouvé ça vraiment riche. Alors vous dites que ce mot naufragé est dicté par votre inconscient. Alors, le but de l'inconscient en psychanalyse, c'est de créer de la conscience. Donc finalement, vous en créez des chansons, c'est un peu le rôle de l'inconscient. Vous faites un bon mariage, je dirais comme un bon alliage de vos paradoxes et de vos polarités. Comme le sombre, l'obscur, la lumière. Il y a comme quelque chose qui pétille grâce au fait que vous avez réussi à rencontrer vos profondeurs, sans vous mentir à vous-même. Et donc, vous pouvez parler de cet itinéraire de naufragé, de révolté, vous dites même. On sent un homme qui se pose beaucoup de questions et qui est face à l'injustice de l'existence, toutes ces questions existentielles. C'est quoi être heureux? Est-ce qu'on court après le bonheur sans jamais l'attraper? Il y a un peu cette idée de « je cherche ma place parmi tous ces terriens ». C'est un peu ce que j'ai pu percevoir de votre rapide échange autour de ce thème. Donc vous dites quand même que vous avez identifié que les albums et les tournées vous apportent beaucoup de bonheur. Et donc, vous continuez à mettre de l'intensité, de l'énergie, parce que c'est ce qui vous a vraiment porté, c'est votre implication, votre déterminisme et votre volonté, qu'elle soit artistique et utilisée, je dirais, pour créer, mais aussi lors de votre épisode dans cette clinique de désintox, où votre volonté et ce vœu, cette promesse à soi, d'aller vers la sobriété, et que ça soit pérenne. Ce désir d'être vivant, il est aussi connecté à votre titre qui m'a interpellée, que vous avez relevé tout à l'heure, Cyrielle. Tout corps branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. J'ai une petite question. C'est un album. C'est quoi le secteur? En 2 mots.
À l'époque, c'était quelque chose qui marche électrique. Hein. D'accord. Il n'y a pas de métaphore mystique ou plus... Mais je crois que l'inconscient, que vous le vouliez ou non, je pense qu'elle le veut bien. Joue un grand rôle. Et par exemple, je peux dire que j'ai récupéré des chansons dans mes rêves. C'est ça. Et que je me suis réveillé déjà pour me dire il faut que tu notes. Et que j'ai continué ensuite la chanson de ce qui s'appelle d'ailleurs les fastes de la solitude. C'est ça. Et donc je crois à l'inconscient parce que d'abord vous parliez de psychothérapie et de psychanalyse, et je suis aussi passé par là. Bien sûr, ça se sent. Et je sais l'importance qu'avait pour les surréalistes que j'adore, pour les gens de la Beat Generation que j'adore, et pour les poètes en général. Anna Akhmatova parle de quelque chose qui tombe miraculeusement du ciel, quoi. Et que c'est on a des mots, j'ai des phrases que j'adore chez moi, et j'ai pas usé le moindre parcelle de mon cerveau pour la trouver, elle est tombée. Ah oui, c'est ce que je disais, vous vous laissez traverser. C'est pour ça que